Alors dans ce petit 2, nous allons maintenant aborder le choc et le défi provoqué par l'ébranlement de l'ordre économique et de l'ordre international, avec comme point de départ ces célèbres jeudi et vendredi noirs. Alors rappelez-vous ce que nous avions vu dans la première sous-partie, dans le contexte d'optimisme et de croissance économique aux États-Unis, de nombreux ménages américains avaient investi dans des actions financées par des crédits bancaires, puisque une réglementation permettait au moment de l'achat des actions de ne verser que 10% de l'achat sur fonds propres et de financer le reste sous la forme de crédit bancaire. Grâce à ce système, depuis le milieu des années 20, la valeur globale des actions à Wall Street avait été multipliée par 3. Et au début du mois de septembre 1929, l'indice Dow Jones avait atteint 381 points et doublé en moins de 2 ans. Malheureusement, on est dans le contexte d'une bulle spéculative. Dès le début du mois d'octobre, les prévisions de croissance sont moins bonnes et conduisent progressivement à un recul du cours des actions à partir de la moitié du mois d'octobre. Ce recul va créer un sentiment d'insécurité et de plus en plus de petits épargnants commencent à vendre leurs actions et à vouloir récupérer leurs investissements en allant progressivement dans les établissements bancaires américains. Or, à l'époque, l'une des caractéristiques du système bancaire américain, c'est d'être constitué de milliers de petites banques qui parfois n'ont qu'un guichet et qui sont évidemment incapables de répondre à cette demande. Ce recul du cours des actions va donc créer de l'insécurité. Cette insécurité va se transformer en méfiance et cette méfiance va finalement se transformer elle-même en panique le 24 octobre, où les actionnaires américains veulent vendre leurs actions à n'importe quel prix. Et donc, on aboutit à un phénomène de krach boursier. Les grandes banques américaines tentent d'enrayer la spirale négative en achetant massivement des actions, mais sans succès, et le Dow Jones s'écroule en perdant 50% de sa valeur. Et le facteur décisif qui va transformer cette crise financière en crise économique, c'est qu'à l'époque, la jeune banque fédérale américaine, la Fed, créée en 1913, refuse par dogmatisme économique et donc par attachement au libéralisme, refuse d'injecter des liquidités sur le marché. Si vous regardez la manière dont la Fed a réagi en 2008, avec son directeur de l'époque, Ben Bernanke, eh bien, vous voyez que Bernanke, qui est un spécialiste économique de la crise de 1929, avait tiré toutes les conséquences de cette crise en injectant massivement, en inondant même les marchés de liquidités. Alors, on retient surtout, évidemment, ces fameux épisodes du krach boursier de Wall Street du jeudi 24 octobre, mais le vendredi noir est tout aussi important que le jeudi noir. En Europe, le lendemain, eh bien, en l'espace de 24 heures, les banques américaines commencent à rapatrier leurs crédits, et elles rapatrient leurs crédits qui ont été principalement investis dans deux pays d'Europe, à savoir l'Autriche et l'Allemagne. L'Allemagne fut particulièrement touchée dans la mesure où 50% des investissements financiers étrangers étaient d'origine américaine. Alors, il n'y a pas d'effet mécanique du krach d'octobre 1929 sur le système bancaire européen, mais l'effondrement du marché financier américain va progressivement déboucher sur une crise bancaire en Europe occidentale à partir de 1930. Les clients des grandes banques allemandes et autrichiennes prennent eux aussi peur, veulent retirer leurs économies et en réaction, les banques exigent le paiement des crédits, ce qui conduit à la faillite de nombreuses entreprises et à l'envolée rapide du chômage. Revenons dans un premier temps à l'épicentre de cette crise et à la réaction des autorités politiques américaines de l'époque. Le président républicain Hoover ne prend pas la pleine mesure, évidemment, de cette crise financière de l'automne 1929, dans la mesure où il considère, en bon libéral, que c'est un trou d'air passager, peut-être même nécessaire, dans la mesure où, si l'on croit à la capacité autorégulatrice du marché, eh bien, on est convaincu
que une crise financière n'est finalement qu'une purge qui permet d'éliminer les canards boiteux. Mais ne l'oubliez pas, d'un autre côté, même si Hoover est attaché au libéralisme économique, le budget de son gouvernement fédéral à l'époque est bien trop faible pour exercer un effet stabilisateur, et Hoover n'est pas un dogmatique au sens étroit du terme, dans la mesure où il croit aussi à la possibilité de mettre en œuvre des politiques anticycliques pour casser une éventuelle récession. Simplement, les moyens qu'il met en œuvre ne sont pas à la hauteur des enjeux, et on assiste à une faillite en cascade entre l'automne 1929 et le début de l'année 1930, une faillite en cascade de banques américaines, autrichiennes, allemandes, et la réaction première de l'épicentre de la crise, les États-Unis, va être de mettre en œuvre finalement très rapidement un grand tournant isolationniste et protectionniste qui va notamment amener Roosevelt au pouvoir. Alors cette crise financière impacte aussi un grand pays comme la Grande-Bretagne, qui, elle, va très rapidement, dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale qui se met en place à l'été 1931, eh bien, le gouvernement britannique va décider de suspendre la convertibilité en or de la livre sterling. Dans ce contexte, la France, qui était dans une excellente situation financière, grâce à la politique de stabilisation de Poincaré, se met à rêver de rester, pour reprendre l'expression d'André Tardieu, un îlot de prospérité au milieu de cette tempête financière et économique. Et au début des années 1930, sa monnaie était sous-évaluée, sa balance des paiements était excellente. Tout cela avait permis à la France d'accumuler 25% des réserves d'or mondiales et donc d'être dans une situation où elle pouvait, dans un premier temps, résister à cette crise financière. Dans ce contexte-là, le président américain Hoover, incapable de juguler la crise, décide de mettre un moratoire sur les dettes relatives aux réparations allemandes et aux dettes de guerre interalliées, ce qui va contribuer à tendre la situation entre Paris et Washington. Mais vous le voyez, cette Grande Dépression, elle constitue, à la différence du krach boursier de Vienne en 1873, une crise du capitalisme financier inédite, dans la mesure où cette crise va s'accompagner d'un chômage de masse qui va provoquer évidemment à la fois le désespoir et la colère de nombreux salariés.